Qui ne connaît pas ses droits n'en a pas. La France est le pays au monde qui exige le plus de paiement d'impôts, taxes, redevances, cotisations diverses, MSA, URSSAF, PV, etc. Alors que, dans le même temps, tous les services publics liés à l'énergie, les routes, la santé, l'éducation, la culture, etc., se délitent. Une remise en cause des obligations fiscales s'impose donc, et ce d'autant plus que tout le système fiscal est infondé du point de vue légal et légitime, comme nous allons le voir ci-après. Je ne suis pas contre le fait de payer une contribution au bien commun, à condition que soient respectés nos droits et que nos représentants nous représentent vraiment, ce qui n'est évidemment pas le cas, et de manière outrancière désormais. J'ai donc envoyé le long courrier suivant à la direction des finances publiques le 17 décembre 24 pour refuser de payer les taxes foncières, courrier qui est d'ailleurs valable pour n'importe quel autre impôt. À ce jour, le 22 janvier 2025, pas de réponse. J'avais donné la date butoir du 7 janvier pour me fournir un certain nombre de documents. 15 jours ont passé depuis. On est le 22 aujourd'hui. A priori, je n'attends rien, car la DGFP est incapable de produire les documents demandés qui valideraient leur fonction, leur rôle et leur action. Donc, je m'adresse à une certaine dame, Cécile Pansu, qui s'occupe de la DGFP dans le Vaucluse. Vous êtes comptable public au Centre des finances publiques du Vaucluse. Nous vous informons que conformément à la loi, vous avez des droits, des devoirs et surtout des obligations. Vous êtes personnellement responsable des actes que vous produisez, même au Centre des finances publiques. Le devoir de vérifier si les actes que vous produisez sont bien légaux et en cohérence avec notre Constitution, nos droits de l'homme et les lois en vigueur. Le droit de ne plus consentir à extorquer illégalement les citoyens, l'obligation de dénoncer l'injustice et les conséquences de ces actes. Avant de plonger dans le dossier, je me dois de vous rappeler certaines choses que vous devez respecter. La hiérarchie des normes est la règle de base pour interpréter tous les codes de droit. En voici la définition. La hiérarchie des normes est un classement qui hiérarchise les lois et les normes du système juridique d'un État de droit pour en garantir la cohérence et la rigueur. Il est fondé sur le principe qu'une norme doit respecter celle du niveau supérieur et la mettre en œuvre en la détaillant. Ainsi, la norme supérieure prévaut sur la norme qui lui est subordonnée. 1. Le bloc constitutionnel comprend la Constitution de 1958, le préambule de la Constitution de 1946, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et la DUDH de 1948. Deuxièmement, le bloc de conventionnalité, les traités internationaux, les droits de l'Union européenne. Troisièmement, le bloc de légalité. Ce sont les lois organiques, lois ordinaires, lois référendaires, ordonnances énoncées dans l'article 38 de la Constitution. En vertu de la hiérarchie des normes juridiques, les lois sont supérieures aux règlements et doivent ainsi obligatoirement conformer ces derniers. Quatrièmement, le bloc réglementaire. Ce sont les décrets du président de la République, décrets en Conseil d'État, décrets en Conseil des ministres. Il est bon de rappeler que la jouissance des droits et l'accomplissement des devoirs sont soumis à un cadre juridique fixé par la loi. La Constitution est le contrat que doivent appliquer nos représentants. Savez-vous que la Constitution n'a été écrite que pour protéger le peuple de la corruption de ses représentants, et que chaque loi est destinée à créer les conditions du bonheur pour tous, et que, pour être légale, chaque loi doit servir cet objectif final qui est seul légitime.
La première norme, celle qui est supérieure à toutes les autres dans notre Constitution de 1958, est le préambule de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, rappelé en première phrase. Le préambule de 1789 est donc la norme de référence que toutes les lois en France doivent servir et mettre en œuvre. 1. Les représentants du peuple français constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Deuxième. Afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs. Troisième point, afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient respectés. Quatrième point, afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. Non seulement la morale, l'éthique, l'honnêteté, le respect a sa place en droit, mais l'aspect moral a une valeur légitime et juridique supérieure à chacune des lois sans exception. La légitimité a une valeur morale prioritaire face au droit, légitime défense. Le droit est destiné à servir la morale telle qu'elle est exprimée dans le préambule, et non l'inverse, comme actuellement où le droit et les droits, en fait les privilèges, prétendent s'imposer à la morale. Notre Constitution. Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 et de la DUDH de 1948. Dans cette fonction du droit, l'égalité de droit, droit au pluriel, est précisée comme norme dans le premier article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ainsi, l'égalité de droit constitue le passage obligé de toutes les lois qui suivent, tout en servant les objectifs énoncés dans le préambule. Nous passerons le bloc de conventionnalité pour nous intéresser aux lois qui sont écrites pour les droits, les devoirs et les obligations des citoyens, mais aussi des représentants du peuple. Ces lois doivent respecter les normes supérieures, dont la Constitution et les droits de l'homme et du citoyen. Si tel n'est pas le cas, elles sont anticonstitutionnelles. Nous avons, tout comme vous, le devoir de le dénoncer. Comme vous pouvez le constater, en dernière position, les décrets sous forme d'actes réglementaires ou individuels. Ces décrets, qui ne sont pas des lois, doivent aussi respecter les normes supérieures. En droit, le Code civil est un recueil de lois ou de règles juridiques définies par un groupe, une société, un métier, un État. Ils doivent être respectés par tous et pour tout. Vous n'avez pas le droit ni le pouvoir de créer vos propres lois, de faire comme bon vous semble, et il est de notre devoir par l'article 223-6 du Code pénal de dénoncer les escroqueries en bande organisée qui seront punies par la loi. Quiconque pouvant empêcher soit un crime, soit un délit, contre l'intégrité corporelle de la personne par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, constitue un crime, et la personne qui s'abstient volontairement de le faire est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, et par l'article 10 du Code civil, chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Qu'en est-il du Code général des impôts? Le Code général des impôts est un décret
numéro 50-481, du 6 avril 1950, alors que l'article 34 de la Constitution prévoit bien que c'est une loi qui définit l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature. Le décret 48-1986 du 9 décembre 1948, qui devait donner valeur législative au CGI, n'a jamais été publié. Nous ne trouvons aucune trace de l'acte de ratification par le Parlement de la partie législative. La partie législative du Code général des impôts n'a pas été faite par le législateur, mais par le gouvernement, donc par le pouvoir exécutif. Il n'y a donc pas de partie législative du CGI, c'est donc une violation de la Constitution. C'est la Constitution qui définit la différence entre les textes législatifs et les textes réglementaires, et celui qui est autorisé à les faire. Il suffit de lire le texte de la Constitution du 4 octobre 1946, sous laquelle a été pris le texte du Code général des impôts. Donc le texte faisant référence à la partie législative du Code général des impôts est un décret du 6 avril 1950 qui, par définition, n'est pas une loi. Article 13. L'Assemblée nationale vote seule la loi. Elle ne peut déléguer ce droit. Constitution de la 4e République promulguée le 27 octobre 1946. L'article 14. Le président du Conseil des ministres et les membres du Parlement ont l'initiative des lois. Les projets de loi et les propositions de loi formulées par les membres de l'Assemblée nationale sont déposés sur le bureau de celle-ci. Les propositions de loi formulées par les membres du Conseil de la République sont déposées sur le bureau de celui-ci et transmises sans débat au bureau de l'Assemblée nationale. Elles ne sont pas recevables lorsqu'elles auraient pour conséquence une diminution de recettes ou une création de dépenses. Article 15. L'Assemblée nationale étudie les projets et propositions de loi dont elle est saisie dans des commissions dont elle fixe le nombre, la composition et la compétence. Article 47. Le président du Conseil des ministres assure l'exécution des lois. Aucun droit au pouvoir exécutif à faire une loi à la place du pouvoir législatif. Dire le contraire amènerait comme conclusion et conséquence tragique qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs dans la République française. Or, comme l'expose la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1989, reprise dans le préambule de la Constitution en vigueur, le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale, tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946. Article 16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. C'est bien le cas aujourd'hui. La Constitution du 4 octobre 1958 est le texte fondateur de la Ve République. Adoptée par référendum le 28 septembre 1958, elle organise les pouvoirs publics, en définit leur rôle et leurs relations. Elle est le 15e texte fondamental, ou le 22e si l'on compte les textes qui n'ont pas été appliqués, de la France depuis la Révolution française. On ne peut que constater que la Constitution de la Ve République prévoit de façon explicite que la loi n'est votée que par le Parlement. Alors, article 34 de la Constitution de la Ve République. La loi fixe les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature. Impôts sur le revenu, taxes foncières, taxes carburant, TVA, taxes d'habitation, taxes audiovisuelles, etc. Et bien sûr, toutes les taxes diverses imposées à outrance. Alors, l'article 37. Les manières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret pris après avis du Conseil d'État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution
ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent. Article 38. Le gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. À l'expiration du délai mentionné, au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. À moins de vouloir faire de la République française une nation sans constitution, on ne voit pas l'intérêt de violer les principes les plus fondamentaux. Cette absence de publication prive donc le CGI d'existence légale. Le livre des procédures fiscales illégales ne peut être annexé à ce même décret, tout comme la loi numéro 54-404 du 10 avril 54, établissant la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, modifiant ainsi le Code général des impôts. Une loi ne peut pas modifier un décret. De surcroît, qui n'est jamais rentré en vigueur juridiquement et n'est pas en adéquation avec la Constitution et avec l'article 14 de la DDHC. Article 14 de la DDHC. Les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Consentir librement signifie actuellement que les victimes sont libres de travailler autant que nécessaire pour rémunérer ce système, qu'elles auront le droit de vivre librement, comme elles le pourront après avoir été ponctionnées de force avec harcèlement, violence et menaces. Consentir est déjà lourd de signification quant aux violences de Bercy, et librement vient confirmer que ce n'est pas un mot sur lequel peuvent s'asseoir les auteurs du processus actuel, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Pour votre information personnelle, une loi et un décret produisent leurs effets dès leur émission, mais ils ne sont opposables au tiers qu'après avoir donné lieu à une publication au journal officiel. Les refontes, ajouts, modifications des textes tant de nature législative que réglementaire, intervenus depuis cette date dans le corps du CGI, se sont opérées par voie réglementaire. Il n'est nul besoin de démontrer que, depuis 1950, le CGI s'est enrichi de textes conséquents, codes modifiés de nombreuses fois, et que leur présence actuelle dans le CGI appelle une question fondamentale sur leur validité juridique. En effet, le principe de la codification, en l'occurrence celle applicable aux textes de loi, nécessite l'abrogation des textes initiaux, qui sont incorporés dans la codification simultanément à l'acte d'adoption du code qui forme une nouvelle loi portant codification. Ainsi, le code, qui est un corps de texte unique, se substituant aux anciens textes qui étaient des lois éparses, nouvellement assemblées, ne peut résulter dans sa forme et dans sa motion que d'un acte législatif. Dans l'hypothèse au contraire, en l'absence de modification et par voie de conséquence, nous ne verrions qu'un aspect formel de l'acte de codification des textes de loi. Il aurait été utile d'abroger les textes antérieurs ayant fait l'objet de codification. Un décret ne peut pas abroger un texte de loi. En plus, il subsisterait aux textes initiaux codifiés par voie de décret, le texte initial.
Cette situation mettrait en présence l'existence de deux textes distincts, l'un codifié censé se substituer aux textes initiaux, et le texte initial qui, lui, conserverait sa valeur juridique. En ajoutant à cet imbroglio juridique la valeur normative hiérarchique des normes différentes des deux textes, l'un d'acte réglementaire, comme si le texte avait été reconduit par l'autorité réglementaire, mais l'autre toujours d'origine législative, tout en conservant le texte de loi initial, toujours en vigueur. On peut supposer que l'idée du législateur, en voulant regrouper tous les textes dans un code regroupant l'ensemble des textes épars, n'a pas vu que les normes pour la publication de ce code n'étaient pas réglementaires. Il est bien évident que nous sommes là en présence d'une difficulté juridique insurmontable et dépassant largement le cadre des difficultés techniques de la codification. Nous sommes en présence d'une insécurité juridique qui viole un principe fondamental du droit, à savoir l'obligation juridique à laquelle doit se conformer tout statut normatif, qu'il s'agisse du droit interne ou du droit international, et maintenant du droit communautaire. Tout ceci non conforme à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de la Constitution. En effet, la sécurité juridique est un principe général du droit dégagé par la jurisprudence. La Cour de justice a élevé la sécurité juridique au rang des principes de droit, autant le droit interne que le niveau de l'ordre juridique. La sécurité juridique est un élément de la sûreté. À ce titre, elle a son fondement dans l'article 2 de la Déclaration de 1789, qui place la sûreté parmi les droits naturels et imprescriptibles de l'homme, au même titre que la liberté, la propriété et la résistance à l'oppression. Compte tenu de cette argumentation motivée sur le CGI et sur le livre des procédures fiscales, tant sur le manque de base légale que sur le fondement de la validité du CGI, les dispositions invoquées par le paiement de l'impôt et les majorations de retard ne sont dès lors pas opposables. Promulgation, loi et décret 1870-11-05 en vigueur de 1870 à 2004. Article 1. Dorénavant, la promulgation des lois et des décrets résultera de leur insertion au journal officiel de la République française, lequel, à cet égard, remplacera le bulletin des lois. Article 2. Les lois et les décrets seront obligatoires à Paris un jour franc après la promulgation et partout ailleurs dans l'étendue de chaque arrondissement, un jour franc après que le journal officiel qui les contient sera parvenu au chef-lieu de cet arrondissement. Article 3. Les préfets, sous-préfets prendront les mesures nécessaires pour que les actes législatifs soient imprimés et affichés partout où besoin sera. L'organisme pour lequel vous travaillez s'appuie sur des règles totalement illégales, autant qu'illégitimes. L'usage que vous en faites à votre avantage a des répercussions graves sur la vie de ceux que vous extorquez. Votre rôle, et là je prends les devants, dame Cécile Pansu, en tant que comptable public, est d'une part de vous référer à des textes de lois légaux et de prévenir les contribuables dans un délai requis avec la copie de l'acte juridique signé de la main d'un juge, par l'absence de titre exécutoire, par la non-conformité du CGI et du livre des procédures fiscales, le fait que vous procédiez au blocage des comptes bancaires est sous votre entière responsabilité, ce qui en fait un acte illégal. Par abus de qualité vraie et sans aucune connaissance des textes de loi et au vu des décrets non signés, qui n'ont aucune valeur juridique, vous êtes responsable de manœuvres frauduleuses. Article 122-4 du Code pénal. N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal. L'article 1141 du Code civil. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
et par l'article 140 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui, par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la société a le droit de demander compte à ceux qui doivent rendre des comptes, à tout agent public de son administration. C'est ce que nous faisons ici, et comme nous venons de le démontrer, nous sommes face à une insécurité juridique. Nous ne souhaitons pas mettre en péril votre emploi au sein d'un organisme public, mais il est temps pour vous et vos collègues de stopper ces dirigeants qui se servent de vous pour accomplir des actes illégaux par des manœuvres dolosives, et ceci sans prendre conscience des dommages que cela entraîne sur la vie des citoyens. Fin de la première partie.